les responsables du Parti pour le développement économique et social PDS, c'est une conférence de presse de restitution des grandes orientations issues du 2e congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai dernier. Un congrès de clarification qui a assuré l'émergence des jeunes, indique le nouveau président élu du parti. Nous avons le 5 et le 6 tenu le congrès du parti. Compte tenu de la dynamique que le PDS a toujours observée de sa création à maintenant, qui a été un congrès de la clarification et un congrès également que nous avons voulu pour de plus en plus assurer l'émergence de la jeunesse du PDS. Le positionnement du parti face à l'élection présidentielle du 29 juillet pose des problèmes au sein du PDS. En témoignent les nombreux soubresauts qui ont marqué le 2e congrès ordinaire du parti où certains camarades ont tenu un congrès parallèle. Mais pour les héritiers du président Amadou Toumani Touré, ce congrès fixe à jamais l'unification du PDS. Le bureau qui en est issu a été approuvé par acclamation et le Congrès lui a donné carte blanche par rapport au positionnement politique du parti en vue des futures échéances électorales. Il est construit sur la profession de foi du président ATT. Retrouvons ce qui nous unit. Le nouveau comité directeur national travaillera sans relâche à conforter cette profession de foi et ce credo, en s'investissant à unir tous les Maliens autour de la défense de la patrie. Le PDS est un parti libre et autonome qui répondra présent au rendez-vous pour la préservation et la construction de notre patrie, le Mali. Ceci est le mandat du Congrès. La question cruciale de l'orientation du PDS pour la présidentielle du 29 juillet ou d'un candidat à cette échéance électorale n'est pas définitivement tranchée au sein du parti des héritiers de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il revient au nouveau bureau politique de trancher dans le sens des intérêts politiques du parti cette épineuse question. Nos religions endogènes face aux défis contemporains. C'est autour de ce thème que les participants à ces assises nationales vont réfléchir. Considéré comme terre de vaudou, le Bénin et du moins l'Afrique a semblé perdre ses repères. Le choc culturel avec l'Occident lui serait fatal. L'heure de la prise de conscience a enfin sonné. Si, dans la culture africaine, l'Afrique authentique savait qui est qui et qui faisait quoi, n'importe qui ne devait pas porter le titre de roi. Chacun a son rôle, a ses attributions. Et c'est là que les dirigeants aussi sont interpellés. Plus de 300 participants venus des associations de chefferie traditionnelles discuteront de l'avenir des religions endogènes. Aux côtés d'experts et de juristes. Durant 3 jours, les débats vont porter notamment sur le cadre juridique et organisationnel de la tradition vaudou, moteur du tourisme au Bénin. Nous irons maintenant aux propositions concrètes dans le but d'éradiquer les pratiques sacrificielles, les rituels sacrificiels humains qui se produisent aujourd'hui au niveau de notre pays. Des propositions concrètes parce que nous savons où les choses se passent. Nous allons faire des propositions au gouvernement pour éradiquer définitivement ce fléau de notre société. Unanimement, les Vaudounos et Bokono ont dénoncé les sacrifices humains qui accablent les couvents. Ces assises sont aussi une prévision de l'oracle phare, socle du vaudou dans le monde entier. La Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social et les autorités gouvernementales ont pris part à l'ouverture des travaux. Ce juriste Norbert Nkoulou Kilombo est nommé juge à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, en même temps que le magistrat Jean Ouboulou Pongou et François Boko-Nawipa, un député du parti présidentiel. Proche collaborateur du président Kabila, Nkoulou a occupé sans discontinuer des fonctions officielles importantes en RD Congo depuis 2001.
Conseiller juridique à la présidence, ministre près le président de la République, ambassadeur de la RD Congo au poste stratégique du Rwanda voisin, le juge Nkulu a été désigné par Kabila lui-même, tandis que Bokona et Ubulu ont été mandatés respectivement par le Parlement et la magistrature congolaise. Le message est clair en nommant Maître Nkulu, qui appartient à l'aile dure de la majorité et au carré des collaborateurs qui ont élaboré des stratégies qu'on déplore actuellement. Le président Kabila consolide sa mémise sur cette instance, a regretté le député d'opposition Toussaint Alonga. Les 3 nouveaux juges comblent le vide créé par la démission surprise le 9 avril dernier de 2 juges constitutionnels et le décès d'un autre 2 jours auparavant. Plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres et est compétente pour juger le président de la République et le Premier ministre, mais aussi chargée de trancher les contentieux électoraux. La présidence, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun 3 membres. Il y a quelques jours, une rumeur largement partagée sur les réseaux sociaux accusait la majorité de se préparer à déposer la candidature de Kabila à la commission électorale qui va la rejeter avant de saisir la Cour constitutionnelle qui trancherait en faveur du chef de l'État. La présidence congolaise avait démenti toute nouvelle candidature de Kabila lors de la présidentielle prévue pour le 23 décembre 2018. Première comparution du chef du groupe rebelle musulman ADF. Jamil Mukulu, le chef des forces démocratiques alliées ADF, un groupe rebelle armé ougandais actif en République démocratique du Congo, a comparu lundi devant la justice à Kampala où il est accusé de crimes contre l'humanité. Il a été présenté aux côtés de 34 co-accusés qui ont tous affirmé avoir été torturés lors de la détention. La défense a par ailleurs dénoncé certains agissements du camp adverse. Nous ne sommes pas satisfaits car l'État n'est pas prêt. Ils ont demandé 2 semaines. Je peux vous assurer que si vous revenez dans 2 semaines, nous en serons au même point. Ils ne seront pas prêts. Nous sommes censés avoir accès au dossier de nos clients. Le dossier est intégral qu'a l'État contre notre client. C'est ce que nous voulons. En détention provisoire depuis juillet 2015, Jamil Mukulu avait été extradé depuis la Tanzanie où il avait été arrêté quelques mois auparavant. Lui ainsi que ses co-accusés seront jugés par une chambre spéciale de la Haute Cour de justice, la plus haute juridiction ougandaise mise en place il y a une dizaine d'années pour juger les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Opposés au régime du président ougandais Yoweri Museveni, les rebelles musulmans des ADF sont notamment accusés par la RDC et l'ONU d'être responsables de massacres des civils ayant fait plusieurs centaines de morts dans la région de Beni depuis octobre 2014. L'opposition guinéenne reprend ses manifestations. Elle a organisé lundi une journée ville morte à Conakry pour dénoncer l'échec des négociations au sein du comité mis en place pour résoudre la crise électorale issue des élections communales du 4 février dernier. Nous avons le droit de détourner, de changer la voix des citoyens. Ce qui s'est passé, c'est cela. C'est une violation grave de la loi contre laquelle nous manifestons, nous demandons de corriger. Or, dans le comité de suivi, il n'y a pas eu de correction. Ça s'est mis à discuter de philosophie, de principes, de juridisme. Alors qu'en fait, le chef d'État a dit allez trouver des solutions. Le fait que ce gouvernement refuse de mettre en œuvre les vrais résultats des élections, ce qui retarde la mise en place des conseils communaux et de quartiers et de districts dans les villages. Et les gens attendent cela. Donc ils sentent que le gouvernement est responsable de ce retard, de cette crise. Si l'opposition a suspendu sa participation au comité de suivi du dialogue interguinéen, le pouvoir, lui, assure être toujours ouvert au dialogue. Nous sommes ouverts, toujours ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à la négociation, nous sommes ouverts au dialogue comme nous l'avons toujours été. Et la main est toujours tendue pour que nous puissions nous retrouver encore pour finaliser nos discussions, puisque nous étions presque au point final.
Le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo s'étaient rencontrés le 2 avril et étaient convenus d'une série de mesures pour désamorcer la tension née des élections locales du 4 février, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Cet accord devait permettre un dialogue pour trouver une solution au contentieux des élections locales de février, officiellement remportées par le camp présidentiel, et la révision des listes pour les prochaines législatives prévues en fin d'année. À Dakar, les étudiants lançaient des pierres à la police qui répliquait par des tirs de grenades lacrymogènes aux abords de l'université Cheikh Anta Diop, la plus grande du pays, où des événements similaires s'étaient déjà déroulés la veille. À Ziguinchor, dans le sud, la plus grande ville de Casamance, des étudiants ont également affronté la police qui a là aussi fait usage de gaz lacrymogène, a affirmé une source policière. Des élèves du secondaire se sont joints au mouvement selon la même source. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où sont partis les troubles mardi, les étudiants ont organisé une procession jusqu'au lieu où est tombé, selon eux, l'étudiant tué lors d'affrontements avec les forces de l'ordre où ils ont observé un moment de prière. Il faut que justice soit faite. Nous réclamons justice. C'est ça. Nous réclamons justice et le départ de ce régime qui est incompétent. Ils sont prêts à nous tuer, non, donc nous prenons ce que la Constitution nous a donné, qui est tout simplement le droit à la grève, et nous allons occuper les rues, nous avons bloqué le système jusqu'à ce que tout simplement cela se termine, parce que nous en avons ras-le-bol. Ici au Sénégal, les libertés sont bafouées, les étudiants ne sont pas respectés. Tu es étudiant, tu n'oses même pas le dire ici au Sénégal. Oui. Tu n'oses même pas le dire, c'est ça. L'un des principaux syndicats des enseignements du supérieur, le SAES, solidaire des étudiants, a commencé mercredi une grève de 48 heures. Les étudiants de Saint-Louis qui réclamaient le paiement de leur bourse avaient décidé de se servir sans payer pendant 48 heures dans les restaurants de la cité universitaire. Le rectorat avait fait appel aux forces de l'ordre pour empêcher cette action, ce qui a déclenché des troubles selon les autorités. Mardi soir, le président sénégalais Macky Sall a fait part de sa profonde émotion et indiqué avoir instruit le gouvernement de faire toute la lumière et de situer les responsabilités. La mort d'un étudiant, rare au Sénégal, a suscité une vague d'émotions dans le pays. Le Front démocratique et social de résistance, une coalition de l'opposition, a dénoncé la répression sauvage des étudiants et les retards récurrents dans le paiement des bourses. Des mouvements étudiants ont appelé à la démission du recteur de l'université et du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Les meurtres remontent à juillet 2005. Étaient alors visés des migrants clandestins. Parmi eux, 44 Ghanéens et plusieurs Nigérians, Sénégalais et Togolais. Ils avaient été arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Selon un communiqué de Human Rights Watch et de Trial International, ils étaient soupçonnés d'être des mercenaires venus renverser Yaya Jammeh. Pour avoir ces informations, les deux ONG se sont appuyées sur des entretiens menés depuis 2 ans avec une trentaine d'anciens responsables de la sécurité gambienne. Au moment où j'étais sur le point de m'enfuir, quelqu'un m'a dit que c'est Dieu qui veut me sauver. Vous pouvez donc dire au monde que c'est Yaya Jammeh qui nous a tués. La responsabilité de ma survie implique de sensibiliser les gens sur ce qu'il s'est passé. Les crimes contre l'humanité ne doivent être tolérés nulle part au monde. Et cela inclut l'Afrique. L'Afrique doit se lever et dire que nous en avons assez. Et c'est ce que cette campagne est en train de faire. Nous allons nous-mêmes poursuivre le dictateur. Et nous allons nous assurer qu'il soit jugé. Et nous allons nous-mêmes nous assurer qu'il soit reconnu coupable. Nous pensons qu'avec les preuves disponibles, il y a clairement le devoir d'enquêter sur cette affaire et de demander éventuellement l'extradition de Yaya Jammeh. Nous espérons que le gouvernement du Ghana se saisira parce que ces migrants venaient du Ghana. L'ouverture d'une enquête par les autorités ghanéennes pourrait déboucher sur une demande d'extradition de Jammeh, selon Human Rights Watch et Trial International. Yaya Jammeh a perdu l'élection présidentielle de décembre 2016 et a fini par quitter son pays en janvier 2017 pour la Guinée équatoriale à la suite d'une intervention militaire de la CEDEAO.
The mentoring process is being